Tiers livre, atelier d'écriture. On est dans les cycles vie, visage, situation, personnage. Le mot important, c'est personnage. Réel avec gens qui le fabriquent. Les gens passant avant le reste. Alors on y va. Temps référentiel, temps du récit. Oh là! Les mecs comme moi, si ça joue dans la langue de bois, ça va pas aller très loin. Je reviens à ce que je sais un petit peu mieux. James Joyce, Ulysses. Oui, mais déjà, rien qu'à le secouer. Comme ça, la poussière qu'il y a dessus, ça veut dire que j'y ai pas mis le nez depuis un moment. Est-ce que je l'ai lu intégralement? Non, je crois que je l'ai lu, en tout cas, un bon bout, mais il y a longtemps. Quelquefois, qu'est-ce que je relis? Là, c'est la version anglaise. Telle scène. La scène de l'enterrement, par exemple. Ça, j'aime bien la relire. De quoi il s'agit avec Ulysses? C'est pour ça que je montre la tranche. Normalement, vous mettez combien de temps? Enfin, en imaginant que ce soit votre langue maternelle. C'est-à-dire, si vous lisez la traduction française ou que vous lisiez l'anglais couramment, eh bien, on met 24 heures exactement pour lire un récit de 24 heures de la vie d'un monsieur qui s'appelle Léopold Bloom. Alors, il y a des petites triches chez Joyce. Il y a un prologue, puis ensuite, il y a le moment où ce brave monsieur Bloom se réveille, va déféquer, se fait cuire des rognons de porc aux oignons. On nous ménage pas la peine pour lire Ulysses. Puis ensuite, il y aura ses activités diurnes, et puis finalement, à un moment donné, pauvre Joyce, il est coincé dans son exercice. Il n'avait pas prévu que s'il se lève à 5h du mat, et ben à 11h du soir, il a sommeil. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ce sera le monologue de cette pauvre Molly Bloom, tout le temps que son mari ronfle à côté et qu'elle n'en peut plus de lui, comme nous n'en pouvons plus de Monsieur Bloom. Le principe, c'est ça. Vous mettez 24 heures à lire quelque chose qui concerne 24 heures de la vie d'un bonhomme. C'est-à-dire une parfaite adéquation du temps référentiel et du temps du récit. C'est applicable au cinéma aussi. Vous avez l'inverse. Prenez Bernard-Marie Coltès, ça on en a parlé souvent en atelier. La nuit juste avant les forêts. Juste dans l'adresse, si je prends juste pour isoler la radicalité du théâtre, je suis devant ces gens, je m'adresse à vous. Pourquoi je m'adresse à eux? C'est artificiel. Donc si je ramène cet artifice à un temps nul, un temps référentiel zéro. Si j'étais dehors dans la rue et que quelqu'un était passé, j'aurais tendu la main. Et cette pulsion de tendre la main, eh bien, si elle est en temps nul, elle peut être aussi celle qui est là. Je m'adresse à vous pour, dans le temps de cette parole. C'est ça qui est formidable, le génie de La nuit juste avant les forêts. Mais exactement 10 ans plus tard, dans La solitude des champs de coton, le même Bernard-Marie Coltès, qui dit ça dans un livre qui s'appelle Une part de ma vie, où il parle de son travail. Est-ce que je suis capable de travailler intentionnellement, volontairement, sur quelque chose qui soit un temps référentiel nul, sachant qu'en 1972, quand il écrit La nuit juste avant les forêts, globalement, il s'en était pas rendu compte avant d'écrire. On pourrait multiplier les exemples. C'est Gérard Genette qui avait pris Bouvard et Pécuchet, qui avait fait la somme de toutes les durées que supposaient les activités des dits Bouvard et Pécuchet quand ils prennent leur retraite. Il avait trouvé que, forcément, dans ce cas-là, ils devaient mourir chacun d'eux à 165 ans. Bon, maintenant Bergogneau. Vous savez que dans cette première phase du travail de Bergou, enfin ça s'applique aussi au texte suivant, mais je crois que c'est dans toute cette période Gallimard, 84, Catherine, jusqu'à L'arbre sur la rivière, ensuite, que je relis toujours avec émotion. La bête faramineuse, plus tard L'orphelin et la mule, deux livres qui vont ensemble, La maison rose, celui qui pour moi est un accomplissement majeur. Il y a Miette, mais aussi La mort de Brune, uniquement sur ces lieux particuliers de la ville de Brive, l'entrepôt du boucher, l'arrière-boutique du photographe, la station-service, évidemment la bibliothèque, le conservatoire de musique, etc. La mort de Brune, c'est le général de Napoléon.
originaire de Brive, et dont le tableau est conservé au musée de Brive. Ça, c'est Bergogneau. Ça veut dire qu'on a toujours, chaque fois, les mêmes éléments biographiques, mais qu'on vient les retraverser dans chaque livre, avec à la fois ces éléments qui prennent un peu plus d'importance, mais qui restent toujours dans l'écosystème des autres, mais surtout un narrateur à distance qui, lui, a grandi, a changé d'âge, et revient dans la même situation, mais à partir d'un autre contexte. Et ce qui est fascinant chez Bergogneau, c'est que ça ne crée pas de continuité. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que Faulkner a eu une telle importance dans son approche et son travail. La réalité d'un narrateur à tel âge et dans tel contexte fait que cette bibliothèque de Brive, où justement à en 5e ou quelque chose comme ça, il découvre un livre de Faulkner et que ce livre lui est totalement illisible, eh bien cette même scène sera différente avec un narrateur 2 ans plus tôt, qui aura 10 ans et pas 12, ou quand il revient à 15 ans, et puis, etc., etc. Et c'est cette disjonction, ces écarts, qui fait que ces puzzles qui ne se rassemblent pas constituent, idem d'ailleurs pour ces carnets bien plus tard, quelque chose de si singulier. Alors dans ces livres, celui qui s'appelle La Toussaint, 1994, ça remonte, puisqu'on s'en fiche, une période où Bergou était toujours prof de collège dans l'Essonne. Alors lui, il prenait ça à distance. C'est bien le collège, parce que tu rentres chez toi, c'est plus souple qu'au lycée ou en prépa. Tu peux t'occuper, oui, il fait du bois, de la sculpture, et plein de choses. On a découvert plus tard qu'il tenait son carnet. Il annote les livres de ça. Il constitue sa bibliothèque. Simplement, l'écriture, quand t'es prof, c'est pas facile. C'est difficile. C'est pas facile dans cette jonction où tu parles dans la journée. Même quand le peu que je faisais moi en école d'art, enfin, c'est des réflexions maintenant. C'est de quoi ça te sépare par rapport à l'écriture, cette parole, cet usage de la parole. La vidéo, c'est peut-être un peu différent. Tu parles dans ton bocal intime. Bon, là, on n'est pas dans le sujet. Revenons-y. Donc, le rythme de Bergogneau dans cette époque, c'était simplement que fin de l'année scolaire, retour en Corrèze, tronçonneuse, poste à souder, visite des casses, Bergogneau tel qu'on l'aime, tel qu'on le connaît. Et puis, 1er août, parce que sa compagne est chercheuse, c'était son rythme à elle aussi, retour à Gif-sur-Yvette, et jusqu'à la rentrée scolaire, il y a 5 semaines. Et en 5 semaines, après cette coupe, où là tu ne écris plus, ou simplement tu fais du manuel, eh bien, le livre décanté, pensé, s'écrit. Quand vient la rentrée scolaire, il y a peut-être des choses à finasser, reprendre, recopier sur le Mac, mais c'est cette tension singulière des livres écrits en 5 semaines qui fait aussi, qui est constitutive aussi de ce séquençage si particulier du travail de Bergogneau à l'époque. La Toussaint. La Toussaint, on sait ce que c'est. Pour François, une petite dédicace. Alors la Toussaint dans le rituel des Bergogneau, ça se passe le 1er novembre. Là, c'est comme tout le monde. Ils ont une 4 chevaux. Il n'y en a plus aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver à quoi que ça ressemble. La 4 chevaux, le moteur était à l'arrière. C'est comme un petit haricot, un peu comme la Volkswagen légendaire. Et puis à l'avant, il y a un tout petit capot. Et puis c'est là que ça servait de coffre. Et puis, le papa, la maman et les 2 garçons derrière, en train de se chamailler. Et dans le petit capot, devant, puisqu'on se rend dans le département voisin, celui du Lot, la famille maternelle, eh bien, on a mis le chrysanthème, le capot par-dessus, et en avant la famille. Donc, ça veut dire que le matin, il y a déjà l'habillage, la préparation, il y a être en retard, il y a la préparation de la voiture, ensuite il y a la route elle-même, et puis il y a les phases dans le cimetière, les parents qui vont enlever les mauvaises herbes, puis faire un peu de nettoyage,
Puis les gamins, qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? On joue au cow-boy derrière les tombes, donc il y a bien un moment où il y en a un qui va se prendre une torgnole. Enfin, on ne dit pas le mot torgnole dans la famille Bergogneau, mais ça revient un petit peu au même. Et puis ensuite, on va rendre visite à une vieille tante qu'on voit une fois par an dans ces circonstances. Bergou dirait « Je vous parle d'un temps... On n'est pas des poulets de première fraîcheur, ajouterait-il. C'est pour ça qu'on l'aime, comme je le dis. » De Bernard-Marie Coltès. Un quart de seconde, un dixième de seconde, un centième de seconde, le temps d'un croisement de regard. Et puis un récit qui fait une vingtaine de pages, dactylographié serré, un livre de 60 pages. Et là, on est entre les deux, mais c'est la fragmentation qui va nous sauver. C'est-à-dire que la temporalité référentielle, elle est très précise. Là, chez Bergogneau, c'est du matin jusqu'au soir, mais annuellement, cette journée de la Toussaint. Ça veut dire que tous les ans, on fait la même chose. Ça veut dire que c'est un temps référentiel cyclique. Tous les ans, les mêmes figures s'enchaînent dans le même découpage. Simplement, comme les protagonistes n'auront plus tout à fait le même âge, qu'on ne sera plus tout à fait dans la même situation, ni le même contexte, évidemment, ça changera. N'empêche que si on le prend comme ça, en tant que tel, appuie sur cette durée référentielle cyclique, c'est-à-dire tous les ans cette journée qui se fait de la même façon, peut-être que, par exemple, la visite dans le cimetière, il y aura des variations selon que les gamins ont 6 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans. Mais pas tant que ça, selon que la vieille dame sera vivante ou pas. En tout cas, la boîte de biscuits qu'elle ouvre et le goût même de ces biscuits qu'on mange que chez elle, c'est un côté un petit peu proustien, même si Bergou et Proust, ça fait deux. Et ça, moi, c'est sur ça que je voudrais qu'on travaille. C'est-à-dire sur des éléments de réel, mais du réel socialisé. C'est-à-dire, c'est pas des rituels personnels ou des rituels intimes, c'est pas se brosser les dents, et puis ensuite s'habiller, et puis aller au travail en prenant le bus. Non, c'est des choses qui, en tant que telles, un enterrement, un repas de famille. Un repas de famille, pensez à La promenade au phare de Virginia Woolf. Il y a 6 protagonistes. On a tout le temps du repas, on passe dans la tête de l'un, dans la tête de l'autre. Tout. C'est fascinant. Et la seule question, c'est est-ce qu'après le repas, à 14h, on ira faire la promenade au phare? Et puis finalement, on aura traversé toute la durée et le rituel récurrent du repas du dimanche, sans qu'on sache, au bout du livre, si on y va au phare ou pas. Mais là, on est dans du rituel socialisé, le repas de famille. Je pensais à l'enterrement parce que c'est livre que moi j'ai fait à partir de 3 ou 4 sources qui se concatènent, y compris aussi justement des citations, des choses piquées à l'enterrement de Joyce. Il faut beaucoup de cut-up. Mais après, dans le livre, comment ça s'organise? C'est-à-dire, est-ce que je raconte dans l'ordre? Non. Pour moi, ça s'établissait sur... Pourtant, il y a eu plusieurs versions. C'est rare que je parle de mes bouquins. C'est le cortège. C'est-à-dire que la linéarité spatiale pouvait porter le récit, qui doit faire 60-70 pages. Le livre doit faire 110-120 pages. Le cortège, il traverse le village. Et puis, en même temps, il y a un temps d'arrêt. L'église... Et puis il y a un temps en amont, c'est la levée de corps à la maison. Donc le temps de la levée de corps va être réparti en même temps qu'il y a cette timeline du cortège. L'église va être un moment d'arrêt où tout va être en pause provisoire. Et puis le troisième temps, c'est quand on se retrouve tout le monde pour un repas ensuite, avec les conversations, les bruits, et puis bon... Après, moi, j'ai cet argument de ce copain qui s'était suicidé et puis assister à cet enterrement et les parents qui n'avaient pas dit ni le pourquoi ni le comment du suicide. Et donc, être là en tant que sachant et tous ces gens... Bon, ça, c'est mon boulot. Mais évidemment, l'exemple, vous allez le trouver. Un processus de rentrée scolaire, une manifestation ou une grève. Partout où le réel... quand il obéit à une loi collective, sociale, déploie un ensemble d'événements conditionnés par une suite précise dans le temps.
La première chose, ce serait d'aller chercher qu'est-ce que soi-même on peut raconter. En tout cas, c'est pas la question de pouvoir le raconter, c'est la question à quel endroit, si on se place dans cette intersection-là, il y a quelque chose qu'on va découvrir, qu'on a besoin de découvrir, que seule l'écriture permet de découvrir. Justement parce qu'il ne s'agit pas d'une expression de soi, il s'agit de soi-même inclus dans un processus complexe, pluriel. Alors est-ce qu'il va être dans la sphère privée, comme le repas de famille chez Virginia Woolf, ou semi-privé parce que c'est un rituel familial mais extérieur, comme dans La Toussaint de Pierre Bergogneau. Dans l'extrait, j'ai simplement pris le début du livre, cette continuité. Qu'est-ce qui est intéressant ? Ben, c'est les paragraphes, c'est la décomposition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va nous séparer de James Joyce ? C'est qu'une fois que vous avez isolé ce processus récurrent, cyclique, quel qu'il soit, que vous le preniez biographiquement, que vous le preniez dans les temps récents, que vous le preniez dans quelque chose de petit, les courses du samedi au supermarché, pas plus que ça. Mais c'est cyclique, c'est social, c'est lesté d'éléments qui ne participent pas de votre subjectivité. Et puis, en même temps, ça révèle tellement de l'auteur comme révélateur. Une fois que vous avez choisi ce temps référentiel, simplement le diviser en pics d'intensité, en diapositives fixes. Ce serait bien qu'il y en ait 5. Sinon, ça ne fait pas un texte continu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est si vous prenez ce continuum que Joyce traite en tant que continuum, et que si vous l'isolez en points d'intensité qui, eux, sont des temps où justement il n'y a plus de durée. C'est-à-dire, on fait un mixte entre les deux. C'est-à-dire, comme si la continuité du Joyce était traitée avec ces espèces de temps référentiels nuls, mais qui attrapent avec eux toute une zone d'intensité, et qu'on ait 5 tentatives à la Coltès à l'intérieur de la continuité de Ulysse de Joyce. Et c'est là où la Toussaint de Bergogneau nous intéresse. Il ne nous raconte pas à 8h on faisait ça, 9h on faisait ça, etc. Il nous raconte l'habillage des garçons. Puis ensuite, le moment où on ferme le capot de la 4 chevaux sur le chrysanthème en essayant que ça n'aille pas à renverser ou abîmer le chrysanthème. Et puis ensuite, le moment où dans le jardin, les parents s'attardent à enlever les herbes et puis que les gamins ils font les cons. Ou puis ensuite, le moment où la vieille tante sort, etc. Donc on a une suite d'événements de temps référentiels qui sont des pics d'intensité à l'intérieur d'une complexité sociale qui se reproduit de façon cyclique. Et si nous, on en fait 5, ça permet quoi ? Ça permet que vous n'avez pas à le raconter dans l'ordre. Peut-être que ça commence par le retour. Bergou, il reste dans la suite chronologique, même s'il la traite de façon empilement de moments discontinus. Cette idée à l'intérieur, par exemple, il y a la route de 60 km qui sépare la Corrèze du Lot. Peut-être que ce déplacement, il va être l'espèce de fil rouge qui va permettre de rassembler les moments discontinus. Ça, c'est à vous de l'arranger. C'est-à-dire, première chose, identifier ce réel collectif, pluriel, social, cyclique que vous allez traiter. Après, la durée, elle est variable. Ça peut être un repas de famille, c'est 1 heure. Un enterrement, c'est 3 heures. Une manif, vous avez vos souvenirs à vous. Et puis interroger le côté cyclique. C'est-à-dire, c'était comment au tout début ? C'était comment dans les premiers souvenirs qu'on en a ? Et puis c'était comment quand ça a commencé à se défaire ? Donc il y a une histoire à l'intérieur du cyclique. C'est-à-dire, pour chaque élément que vous allez traiter, il peut y avoir plusieurs figures incluses à l'intérieur. Ça, c'est vous qui choisissez le degré de complexité. Mais si à l'intérieur de ces 5 points que vous choisissez dans ce déroulement, il y a un moment plus particulier qui sert de fil rouge, celui-ci on peut l'éclater. Le
le volatiliser et s'en servir, comme j'ai dit tout à l'heure, de timeline, même si j'aime pas beaucoup les néologismes. Il se passera quoi? C'est-à-dire que ces 5 moments discontinus, quand vous les lisez, vous avez l'impression d'avoir traité une continuité. C'est-à-dire que le mouvement, la vitesse de la lecture, parce qu'elle passe en saccade d'un point à un autre, d'un point symbolique à un autre point symbolique, de cette continuité sociale complexe, fait que la suite des points de ces diapositives fait que vous avez l'impression de la totalité syncritique de ce déroulement social complexe. C'est un peu compliqué? Non, pas tant que ça. Il y a des exemples que je laisse dans le billet qui accompagne. Et en tout cas, pour moi, c'est très important parce que la question, c'est que, évidemment, ça sera tout rempli de voix, de personnages, de fractionnements. Pensez chaque fois peinture, pensez film. Mais surtout, on apprend à séparer mentalement le temps du récit du temps référentiel. Et comment ce jeu de discontinuité peut justement donner encore l'impression de bien plus près d'aller toucher cette continuité du temps référentiel, qui lui est un infini, qu'est-ce que soient même les micro-gouttes qu'on en prend. Voilà, c'est le 9 et on continue ce cycle.